On a donc collaboré avec plusieurs partenaires à essayer d'identifier de manière systématique, de façon rigoureuse aussi, des communautés, des quartiers où les centres de pédiatrie sociale pourraient avoir le plus d'impact possible. Je vais vous présenter un peu la démarche qui a été faite avec une amorce, mais très brève, là, de certains constats généraux, puis Tonino va prendre le relais avec un peu une réflexion un petit peu plus poussée à dire, bon, ben et maintenant quoi? Et je pense qu'à ce sujet, bien, la présentation de Mme Goldfeld est intéressante parce qu'ils sont rendus un petit peu plus loin que nous dans cette démarche-là et ça nous donne des pistes pour les suites des choses. Là, il ne faut pas que je me trompe de bouton, c'est bon. Alors, bon, bien, rapidement, je vous présente le projet puis on poursuit avec des réflexions, des implications, des retombées possibles. Donc, l'objectif principal de ce projet-là, on l'a mentionné, c'était vraiment d'identifier des communautés les plus vulnérables possibles, définies par différentes concentrations de risques à plusieurs niveaux. C'est intéressant, tantôt, quand on a vu le nuage de mots, il y a plein de choses qui apparaissaient et je vous dirais qu'en comité, en réunion avec les différents partenaires des ministères, de la Fondation et avec Tonino, ces mots-là nous sont tous venus à l'esprit et dans un monde idéal, on aurait aimé pouvoir capter certaines mesures ou avoir du feedback, de la rétroaction sur chacun de ces mots-là, mais la réalité nous rattrape parfois et on ne peut pas toujours réaliser tout ce qu'on souhaite faire, mais effectivement, tous ces mots-là ont été des parties prenantes de nos discussions. C'est important rapidement parce qu'il faut le reconnaître, c'est une démarche qui s'est faite dans un assez court laps de temps avec plusieurs partenaires, notamment au niveau du gouvernement provincial, donc différents ministères impliqués. Il y a des gens dans la salle qui sont ici. Je tiens à remercier Marie-Josée Larochelle qui était présente, qui faisait partie du comité. Il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas eu la chance de croiser tout le monde. Donc, des gens du ministère de la Famille, du ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère de l'Éducation, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale aussi. Vous allez voir qu'on a essayé d'amalgamer les données qui ont été récoltées un peu partout, parfois avec beaucoup de succès, parfois avec un petit peu plus de défis. Bon, évidemment, nos partenaires de la Fondation du Dr Julien et Université de Montréal, Université McGill. C'est une démarche qui a nécessité des ressources méthodologiques et techniques assez spécialisées. Quand je regardais la présentation de Mme Goldfeld, on voyait là, qu'ils ont vraiment l'importance de s'associer avec des gens de différents milieux et d'élargir nos horizons. C'est ce qu'on a commencé à faire avec cette démarche-là, donc avec des gens notamment plus en géographie, qui sont spécialisés en géomapping. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et finalement, aussi, ça nous prenait un accès assez opportun aux données. Il y avait un grand désir qu'on soit en mesure de vous présenter tout ça aujourd'hui. On a travaillé de la façon la plus efficace possible, tout en étant très rigoureux et très systématique. Alors, la démarche en tant que telle. Tout d'abord, il a fallu se poser des questions à savoir qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? Est-ce que nécessairement parce qu'un enfant qui habite dans un quartier qui est peut-être plus à risque selon notre langage commun est nécessairement vulnérable? Je pense que dans la salle ici, on s'entend pour dire que non. On l'a démontré tantôt, Mme Goldfeld posait la question, qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui a priori semble être dans un environnement vulnérable ou difficile ou plus à risque s'en sort finalement très bien? Et à l'inverse, est-ce que le fait de grandir dans un environnement qui est moins à risque, nécessairement est un facteur de protection béton. Peut-être pas non plus. Alors, il y a eu toute une réflexion autour de la notion de vulnérabilité, toute une réflexion aussi autour de la notion de communauté. Qu'est-ce que c'est une communauté? Qu'est-ce que c'est un quartier? On sait que la pédiatrie sociale travaille vraiment en quartier. Hein? On est implanté dans des quartiers, on veut que l'accès soit facile, on veut que les familles puissent se rendre à pied, mais comment on la définit, cette communauté-là? Est-ce que c'est uniquement des frontières géographiques? Est-ce qu'on se doit de regarder les communautés qui sont adjacentes? Alors ça a été la première étape du travail pour nous amener à dire bien, sur quoi on va focusser, quels seront les indicateurs de risque sur lesquels on va concentrer notre énergie. Par la suite, bien, il a fallu regarder ce qui était accessible en termes de données. On voulait vraiment cibler des territoires géographiques les plus petits possibles, mais la façon dont les données sont organisées
organisées à différents niveaux de ministère, ne nous permettaient pas toujours. Parfois, les données étaient organisées au niveau de l'échelle CLSC, parfois au niveau de la région socio-sanitaire, parfois à un niveau plus fin. Alors, comment on fait pour amalgamer tout ça sans perdre au niveau toujours de la rigueur et de la précision des analyses qu'on souhaitait faire? On a finalement statué sur une échelle territoriale ou géographique, si vous voulez, à l'échelle du territoire de CLSC. Vous allez voir que pour certains indicateurs, on a réussi à aller un petit peu plus fin que ça, mais dans l'ensemble, les gens qui ont peut-être eu la chance de consulter le rapport déjà qui est sur le site web de la Fondation, les données sont présentées à l'échelle des territoires de CLSC. Et on a finalement créé 3 indices principaux. Un premier indice sur la défavorisation socio-économique. Je vais vous amener vers le détail dans la prochaine acétate. Un autre indice où on a regardé plus les trajectoires de scolarité des enfants, donc au niveau du taux de retard scolaire chez les enfants du primaire et du taux de décrochage scolaire chez les enfants du secondaire. Et finalement, on a aussi regardé des données au niveau de la concentration des services de protection dans les territoires de CLSC. Pour différentes raisons, ces données-là ne sont pas encore disponibles publiquement. Vous comprendrez que c'est des données qui sont très délicates et c'est des données aussi qu'on souhaite partager dans un premier temps avec les directeurs jeunesse, les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec aussi. Une petite note, pour ce qui est de l'indice de défavorisation socio-économique, en utilisant des données du recensement, on a réussi à aller à une échelle géographique un peu plus petite au niveau des aires de diffusion. Donc, ça nous donne, dans le fond, des données pour des aires géographiques où on a des regroupements d'environ 400 à 700 personnes, donc une aire géographique beaucoup plus fine que celle du territoire CLSC. Je vous passe les détails rapidement parce que je veux vraiment laisser la chance à mon collègue de vous parler. Mais vous avez ici, dans le fond, pour chacun des indices, les indicateurs qui ont été utilisés pour compiler les indices. On vous passe les détails méthodologiques. On pourra répondre aux questions un peu plus tard dans la séance. Mais donc, vous avez le détail pour chacun des indices de ce qui est inclus. Vous comprendrez qu'il a fallu faire des choix. On pourra, s'il y a des questions spécifiques, là, on pourra répondre à ces questions-là. On ne pouvait pas tout inclure. Certains indices sont déjà, on aurait pu prendre des indices qui étaient déjà compilés, qui avaient été utilisés dans le cadre de d'autres travaux, mais on avait un souci, je pense notamment au niveau de l'indice de défavorisation socio-économique, de vraiment cibler les familles. Vous comprendrez que c'est ce qui est important quand on parle de pédiatrie sociale, des familles avec des enfants. Ce qui fait que ça nous prenait un indice qui reflétait cette réalité-là. Et c'est ce qui a influencé notre décision de créer nos propres indices de vulnérabilité. Au niveau de l'analyse et de l'interprétation, donc, bien, ce que ça nous donne, c'est, entre autres, au niveau de la défavorisation socio-économique, ça nous a permis d'ordonner. Et là, c'est là où la nuance est vraiment importante. Là, quand je fais référence à l'article qui est paru ce matin dans les médias, c'est pas un palmarès des quartiers, ce qu'on a fait là. OK, il faut vraiment pas l'interpréter comme ça, même si ça peut porter à ça. Et on était conscient de ce risque-là au moment d'amorcer ce travail-là. L'idée, c'était de situer les quartiers, d'avoir une idée des quartiers les plus vulnérables, mais ça ne veut pas dire que le quartier qui est en position 27 versus celui qui est en position 30 est définitivement beaucoup plus épouvantable, ou le premier versus le 20e. Ça nous donne une idée des risques et des vulnérabilités de chacun de ces quartiers-là. Alors, en gros, c'est qu'on a réussi à identifier des quintiles, donc les quartiers sont ordonnés du quartier le plus vulnérable. Puis là, même là, au moment où on l'explique, ça porte à penser à un palmarès. Mais au niveau de la concentration de risques, les quartiers sont ordonnés. On a des quintiles de vulnérabilité. Au niveau du retard scolaire au primaire et du décrochage au secondaire, ce qu'on a regardé, en fait, c'est des proportions, donc des taux, et en comparaison aux moyennes provinciales. Donc, est-ce que dans certains territoires de CLSC, les taux de
de retard et ou de décrochage scolaire sont plus importants, moins importants, supérieurs ou inférieurs à la moyenne provinciale. Même chose au niveau de la concentration des services de protection de la jeunesse. On a pu ordonner les territoires finalement au niveau des quintiles de vulnérabilité. On a regardé différentes choses aussi au niveau de la densité de la population dans les territoires, de l'immigration, parce que vous comprendrez qu'en soi, ces éléments-là ne sont pas des risques comme tels, mais ça vient teinter, ça vient donner une couleur particulière au quartier. Et c'est important de le prendre en considération, notamment peut-être dans une démarche subséquente où on essaiera peut-être d'organiser tout ça avec une lunette un peu plus qualitative peut-être. Il y a certains éléments ou en tout cas catégories d'indicateurs qu'on a dû laisser tomber tout simplement parce que les données dont on disposait ne nous permettaient pas de faire des analyses un peu plus approfondies. Je pense entre autres à tout ce qui touchait la santé mentale, la santé physique et les dépenses aussi qui sont faits au niveau des services de santé et des services sociaux. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des éléments intéressants à regarder, c'est tout simplement qu'on ne pouvait pas arrimer le tout avec le type d'analyse qu'on a effectué. Et je vous laisse sur cette carte avant de passer la parole à Tonino. Ça vous donne une idée. Donc ici, on a l'indicateur de défavorisation socio-économique au niveau des territoires de CLSC. Vous avez la légende en bas, donc l'espèce de bleu-mauve plus foncé indique un niveau de vulnérabilité plus important et on y va en dégradé de couleur comme ça. Je passe la parole à Tony. Merci.